Federico Garcia Lorca, qui est au programme de ce soir, est sans conteste l'une des figures emblématiques de ce siècle. Le poète, bien sûr, qui est immense, mais aussi le témoin de cette Espagne d'avant-guerre, pleine de passion, de promesses et de violence. Ce n'est ainsi pas par hasard si Lorca s'est retrouvé aux côtés de Dali, de Buñuel, d'Alberti ou de Manuel de Falla. Poète de la terre andalouse, aussi doué pour la poésie que pour la musique, le théâtre, le dessin, Lorca renfermait en lui ce qu'il y a de meilleur dans ce siècle où la culture valait engagement. Lui qui refusait l'épithète de politique se voulait pourtant révolutionnaire, sous prétexte qu'il n'y a pas de vrai poète qui ne soit révolutionnaire. Lorca est mort il y a 60 ans sous les balles des milices franquistes, mais son souvenir, vous allez le voir, demeure intact et son œuvre admirablement moderne. Voici son portrait brossé par Magali Negroni. C'est le 128e numéro de cette collection. J'aime la terre. Je me sens lié à elle dans toutes mes émotions. Les plus anciens souvenirs d'enfance ont le goût de la terre. La terre et la campagne ont fait pour moi des merveilles. Les animaux sauvages de la campagne, le bétail, les paysans qui vivent sur cette terre, tous me parlent un langage que bien peu comprennent. Je me les rappelle aujourd'hui tels que je les ai connus enfants. Sinon, je n'aurais pu écrire Noces des sangs. C'est ici que je veux demeurer, bien tranquille. Ils sont tous morts. À minuit désormais, je dormirai sans rien craindre du fusil ou du couteau. D'autres mères se pencheront aux fenêtres fouettées par la pluie pour voir le visage d'un fils. Moi, non. Je ferai de mon sommeil une froide colombe d'ivoire qui portera des camélias de givre au cimetière. Né le 5 juin 1898 à Fuente Vaqueros, dans le grand domaine de Daimús, en Andalousie, Federico Garcia Lorca est le fils d'un riche propriétaire terrien, Don Federico. Ancré dans une Espagne monarchiste et catholique, où règne le roi Alphonse XIII, Lorca est bien né, du côté des señoritos, des terratenientes, de ceux qui possèdent la terre. Sa mère, Doña Vicenta, une ancienne institutrice, a gardé le goût de l'enseignement en faisant la lecture aux ouvriers domestiques du domaine. Je lui dois ce que je suis et tout ce que je deviendrai. L'un de mes plus émouvants souvenirs d'enfance est celui de ma mère en train de faire la lecture d'Hernani dans notre grande cuisine de Daimús, aux ouvriers de la ferme. Ma mère lisait à merveille et j'ai remarqué avec stupéfaction que les ouvriers pleuraient. Naturellement, moi, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Rien? Si. Je percevais l'atmosphère poétique, mais pas du tout les passions du drame. Toutefois, ce cri de Doña Sol au dernier acte a exercé sur mon théâtre une influence considérable. Je m'intéresse davantage aux gens qui habitent le paysage qu'au paysage lui-même. Je peux rester un quart d'heure à contempler une montagne, mais aussitôt après, je cours parler au berger ou au bûcheron de cette montagne. Après quoi, quand on écrit, on se souvient de ces dialogues et l'expression populaire authentique ressurgit. J'ai des grands archives de mes souvenirs d'enfance. Voilà ma mémoire poétique et je m'y rapporte.
Toute mon enfance est villageoise. Berger, campagne, ciel, solitude. Simplicité en somme. Je suis très étonné lorsqu'on croit voir dans mes œuvres telle hardiesse personnelle, telle audace de poète. Non. Ce sont des détails authentiques. On les trouve bizarres parce qu'on n'aurait pas l'idée non plus d'aller vers la vie tout naïvement pour voir et entendre. À 11 ans, Federico connaît sa première grande rupture. Il quitte son village natal pour Grenade. Fuentevaqueros n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de Grenade. Mais ce départ, c'est pour Federico l'enfance qui s'achève. Ce fut un moment désastreux, quoi qu'on nous dise à l'école. Toute une civilisation admirable, une poésie, une astronomie, une architecture et une délicatesse unique au monde disparurent pour céder la place à une ville pauvre, amoindrie, à la terre du liard, où s'agite actuellement la pire bourgeoisie d'Espagne. Je crois que le fait d'être des Grenades m'incline à la compréhension sympathique des persécutés, du gitan, du nègre, du juif, du morisque que nous portons en nous. Très vite, Lorca se prend au charme de la ville. Il se lie d'amitié avec le peuple gitan, qui lui inspirera plus tard le romanzero Ritano. En même temps, Grenade lui apparaît raciste et étriqué. Comme il condamne sa conduite passée envers les musulmans, il dénonce également son attitude méprisante envers les gitans. Toute sa vie, Lorca va éprouver des sentiments ambigus envers Grenade, souffrir de ses rumeurs et de son étroitesse d'esprit envers les artistes et tous ceux qui sont jugés en marge. À l'égard du poète, Grenade sera tout aussi équivoque, le traitant comme l'enfant prodige ou la bête à abattre. Aujourd'hui encore, le seul fait d'évoquer Federico García Lorca laisse place à un long silence, comme si la culpabilité de chaque habitant ressurgissait. Sans pour autant être un cancre, Lorca n'est pas non plus un élève brillant. Comme la plupart des siens, il se passionne pour le piano. Il a la musique dans le sang. Pourtant, ses parents le destinent à une carrière juridique. Après le baccalauréat, il entre à l'université de Grenade, alors que son désir le plus cher est de se consacrer à la musique seul. Sa carrière universitaire ne s'avère guère plus brillante que ses études secondaires. Mais grâce à la musique, il se distingue auprès de ses professeurs, dont Fernando de los Ríos, professeur de sociologie. C'est une rencontre capitale. Fernando de los Ríos est aussi président du Centre culturel et artistique de Grenade. Il devient le protecteur et maître à penser de Lorca. Fort de ce soutien, sa vocation littéraire s'affirme. Lorca le musicien, tel que ses amis l'appellent, cède peu à peu la place à Lorca le poète. L'épanouissement soudain d'une vocation littéraire semble prendre au dépourvu le père de Lorca. Aussi décide-t-il, lorsque son fils achève l'écriture de son premier livre, de le faire lire à des gens du métier, qui rendent le même verdict: le livre doit paraître. Rassurés, ses parents s'engagent à financer entièrement impressions et paysages. Le livre n'a aucun succès, mais les critiques s'accordent à dire qu'un nouvel écrivain est né. Au Centre culturel et artistique de Grenade, Lorca acquiert le titre d'enfant précoce de la poésie. Il est alors remarqué par le célèbre metteur en scène de théâtre, Gregorio Martinez Sierra, qui lui commande une pièce, Le Maléfice de la Phalène. L'année suivante, la pièce est montée à Madrid, et c'est un fiasco.
Era dramático y cambiaba las horas del reloj. Había un gran reloj de esos que había antes en todas las casas y cambiaba la hora porque, ya sabe, las campanadas son importantes en su obra, en casi todas suenan unas campanadas y eso provocaba grandes disturbios, es decir, domésticos, porque nuestra cocinera no sabía leer el reloj y la pobre se volvía loca cuando daban las 6 y eran las 12 de la mañana, por ejemplo. Y desde eso me acuerdo, ¡ay, ya ha cambiado Federico el reloj, qué horror, no sabemos la hora que es! L'heure est venue de quitter sa cage provinciale. Madrid est son premier voyage. Recommandé par Fernando de los Ríos, Lorca est accepté au célèbre foyer universitaire de Madrid, la Résidence. Lieu unique en Espagne, copié sur les modèles britanniques d'Oxford et de Cambridge, et créé pour y former l'élite intellectuelle et artistique du pays. Dès son entrée à la résidence, Lorca se lie d'amitié avec le futur cinéaste Luis Buñuel. Très brillant, charmeur, avec une volonté visible d'élégance, la cravate impeccable, l'œil sombre et brillant, Federico exerçait une attirance, un magnétisme auquel personne ne résistait. Venu à Madrid pour étudier en principe la philosophie, mais désertant très vite les cours pour s'élancer dans la vie littéraire, Federico connut bientôt tout le monde le connut. Bien que tout opposât l'aragonais mal dégrossi et l'andalou raffiné, ou peut-être à cause de ces contrastes, nous étions presque toujours ensemble. Les soirs, il m'amenait derrière la résidence, nous nous asseyions dans l'herbe, les prairies et les terrains vagues s'étendaient alors jusqu'à l'horizon, et il me lisait des poèmes. Il lisait merveilleusement. À son contact, je me transformais lentement. Je voyais un monde nouveau qui s'ouvrait, qu'il me dévoilait chaque jour. Je m'en reviens chercher mes ailes, laisse-moi revenir. Pour mourir, je veux être aurore, pour mourir, je veux être hier. Je m'en reviens chercher mes ailes, laissez-moi retourner. Pour mourir, je veux être source, pour mourir, hors de la mer. Ay, que no pueden regresar. Pueden regresar a España, porque no pueden regresar a España. Porque está la mar por medio y santo en el agua. Porque está la mar por medio. Pleinement heureux à la résidence, vivant la vie de bohème qu'il avait rêvée, Lorca n'oublie pas pour autant l'Andalousie. Au cours d'une soirée organisée à Grenade, il rencontre le compositeur de musique Manuel de Falla. Les deux hommes se trouvent beaucoup d'affinités. De Falla, plein d'admiration pour les multiples talents de Lorca, et particulièrement sa virtuosité au piano, se prend d'une affection paternelle pour le jeune poète. Il décide de l'initier à la science du folklore andalou. Une fois de plus, la musique va jouer un rôle déterminant dans la vie de Lorca, faisant même aboutir un projet qui sera un triomphe. L'organisation du concours de chant andalou, le Cantejondo. Porque llegando a Carvalho, allí la era de
dirán, ay, tengo un canasto lleno de flores y hasta un cartón. ¡Ay! Après les échecs d'impression et paysage et du maléfice de la phalène, le père de Lorca désespère de voir un jour son fils vivre de sa plume. Il l'oblige à poursuivre ses études. Lorca obéit, mais n'abandonne pas l'écriture. Il crée Libro de Poemas. Une nouvelle fois, ses parents couvrent les frais d'édition. L'ouvrage subit le même sort que les précédents. Les critiques sont élogieuses, mais le public ne suit pas. Lorca obtient enfin son diplôme de droit. À son retour à la résidence, il rencontre Salvador Dali. Avec Buñuel, ils forment un trio qui devient vite inséparable. Rebelles, provocateurs, ils aiment se travestir, caricaturer le monde sous forme de dessins qu'ils appellent les putréfaits. Pour Lorca, l'irruption de Dali à la résidence est un choc. Fasciné d'emblée par l'allure, le talent et la personnalité du jeune peintre catalan, la relation qui va naître entre eux le marquera à vie. Le 13 septembre 1923 éclate le coup d'État du général Miguel Primo de Rivera. Le roi Alphonse XIII, qui appuie l'armée, cautionne le nouveau régime. C'est le début d'une dictature paternaliste. Ce coup d'État survient au moment où prend forme dans l'esprit du poète une pièce sur Mariana Pineda. Héroïne et martyre de Grenade, coupable d'avoir brodé un drapeau républicain pour les conspirateurs libéraux et exécutée en 1831 par les troupes de Ferdinand VII à l'âge de 27 ans. Comme le thème de sa pièce est la liberté individuelle et politique, Lorca va manier et remanier son texte pour échapper à la censure de Primo de Rivera. Il lui faudra attendre 4 ans pour que le rideau se lève sur Mariana Pineda. Dans le même temps, fort de l'expérience du Comte Rondo, Lorca se lance dans l'écriture du romancero gitano. Le gitan y est présenté comme le symbole le plus profond de l'âme andalouse. La ville, libre de peur, multipliait ses portes. 40 gardes civils entrent pour les saccages. Les horloges s'arrêtèrent et le cognac des bouteilles se maquilla de novembre pour éloigner les soupçons. Un envol de cris sans fin s'éleva sous les girouettes. Les sabres fondent la brise, piétinés par les sabots. Malgré les contretemps qui s'accumulent pour sa pièce Mariana Pineda, Lorca continue de croire en sa bonne étoile. Il se rend à Cadaqués, dans le fief de la famille de Dali. Toute la famille de ce dernier tombe sous le charme. La relation entre le peintre et le poète s'intensifie davantage encore. J'avais un ami de plus. Étant donné que Salvador était un grand ami depuis que nous étions petits, en fait depuis que je suis née, et soudain, Lorca est arrivé, qui était un grand ami de Salvador, et qui m'a adopté. Et je trouvais que c'était un ami charmant. Puis il était très amusant. Il y avait un sens de l'humour qui était assez agréable. Il racontait des choses inouïes. C'était la façon dont il les racontait. Et il restait pas mal de temps ici à Cadaqués. Et alors il venait presque tous les soirs à la maison nous dire ses poèmes, parce qu'il récitait, il le disait. Et puis il y avait
Sainz de la Massa, qui était un guitariste extraordinaire, qui jouait tout le temps en sourdine, comme un fond musical. Et ça pouvait durer jusqu'à 1h, 2h du matin. Sol García Lorca m'impressionnait. Il personnifiait à lui seul le phénomène poétique dans sa totalité. En chair et en os, confus, sanguinolent, visqueux et sublime. Frémissant de mille feux obscurs et souterrains, comme toute matière prête à trouver sa propre forme originale. Cadaqués, au fléau de l'onde du coteau, élève ses gradins et cache ses coquilles. Ces pêcheurs dorment sans rêver sous le rivage. En haute mer, ils sont pour boussole une rose. L'horizon, vierge des mouchoirs blessés, unit les cristals du poisson à celui de la lune. Hanté par la mort, comme si intuitivement il cherchait depuis toujours à conjurer le sort, Lorca se livre à Cadaqués, à son jeu préféré, mimer sa propre mort jusqu'à son enterrement. Je revois son visage, fatal et terrible. Il décrivait les cercueils, sa mise en bière, la scène complète de la fermeture et la marche du corbillard. Puis, quand il était bien assuré de l'attention de notre angoisse, il s'est dressé soudain, éclaté d'un rire fauve en souriant de toutes ses dents blanches. La vie, c'est le rire au milieu d'un rosaire de mort. Vivre, c'est regarder au-delà de l'homme qui brille, l'amour dans le cœur des gens. C'est être le vent et dessiner une risée sous les eaux du ruisseau. C'est venir de nulle part, aller nulle part, en étant partout entouré de larmes. Il aimait la lumière, il aimait la couleur, il aimait le silence, il aimait quand la nuit tombe, quand l'après-midi, quand le jour tombe. Il aimait l'odeur, il aimait tout. Il aimait Cadaqués, comme ça, et pas. Les jours passés à Cadaqués seront inoubliables pour moi, par la quantité de suggestions extraordinaires que j'ai reçues en compagnie de Dali et d'Anna Maria, qui est assurément la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Je crois qu'Anna Maria s'était fait une idée d'une espèce de tendresse, mais c'était une tendresse qui lui était retombée de la part de son frère, peut-être. Il était très gentil avec elle et tendre, mais parce que tout ça qui appartenait, disons, à Salvador et qu'Anna Maria avait hérité. À mesure que la relation entre Dali et Lorca se renforce, Buñuel en prend de plus en plus ombrage. Jaloux, se sentant exclu, il ne cherchera plus dès lors qu'à les séparer et à persécuter Lorca. C'est vrai que tu es un maricon, un pédé? Très vivement blessé, Lorca se dresse et me dit: toi et moi, c'est fini. Et il sort. Dali est très influencé par lui. Il se prend pour un génie grâce à l'amour que lui professe Federico. Il m'a dit dans une lettre: Federico est meilleur que jamais. Comme j'aimerais voir arriver Dali ici et se renouveler loin de l'influence néfaste de García Lorca. Car Dali est un vrai mâle, lui, et il a beaucoup de talent. Dans une Espagne bridée, verrouillée par une morale étouffante, une censure incessante, les homosexuels sont traités comme des parias. Ils sont constamment la cible des groupes qui les rossent et les passent à tabac. Il était pédéraste, comme on sait, et follement amoureux de moi. Il a essayé par 2 fois de me sodomiser, sans succès. Donc la chose n'a pas eu lieu. Mais je me sentais fort flatté du point de vue du prestige. Je me disais qu'il était un grand poète et que je lui devais un petit peu du trou du cul, du divin Dali. Tandis que Dali connaît le succès immédiat avec sa première exposition, Lorca traverse une période d'inquiétude. Il a 27 ans, ne gagne toujours rien de sa plume et dépend encore de ses parents.
Il songe même à renoncer à l'écriture pour devenir professeur. Il lui reste une dernière carte à jouer, celle de convaincre la célèbre actrice catalane Margarita Xirgu pour interpréter Mariana Pineda. La comédienne accepte. Elle deviendra son actrice fétiche. 1927 et 1928 sont des années décisives. Lorca monte enfin sa pièce et Dali en conçoit les décors. De Barcelone à Madrid, c'est un triomphe. 1928, c'est aussi la publication du romancero Gitano. Lorca devient un poète et un auteur dramatique célèbre. Entre-temps, Buñuel s'est installé à Paris. Il y côtoie les mouvements avant-gardistes et surréalistes. Agacé par le succès de Lorca et les liens qu'il attache à Dali, il presse le peintre de venir le rejoindre pour s'y faire connaître. Leurs retrouvailles vont donner naissance au film Le Chien andalou. Buñuel a fait une toute petite merde de rien du tout qui s'appelle Un chien andalou. Et le chien, c'est moi. Lorca vit ce film comme une trahison. Persuadé que le titre lui est destiné, il est aussi convaincu que le personnage d'homme impuissant incarné par Pierre Batcheff est son portrait. Et il reprochera toute sa vie à Dali et Buñuel d'avoir offert en pâture au public la face cachée de sa personnalité. Il ne reverra plus Dali pendant 7 ans. En Espagne, la mère du roi Alphonse XIII meurt. Tous les théâtres sont contraints de respecter le deuil national et de cesser toute activité. La troupe du Caracol, à laquelle Lorca a confié sa pièce, Amour de Dom Perlimplein avec Bélise en son jardin, ne respecte pas l'interdit. La sanction tombe comme un coup près. La pièce est arrêtée. L'événement fait prendre conscience au poète de l'enfermement de son pays. Lorca sombre dans une grave dépression. Alors que sa liaison du moment avec le sculpteur Emilio Aladrene touche à sa fin, il apprend qu'à Paris, Dali tombe amoureux de la femme de Paul Éluard, Gala. La mort dans l'âme, Lorca part avec Fernando de los Ríos à New York, le 19 juin 1929.